Libéral, écolo, planificateur, banquier d'affaires pro-business républicain, quel costume Emmanuel Macron pourrait-il endosser pour son nouveau quinquennat? On en parle avec vous, Franck Dedieu. Bonjour Franck. Bonjour David. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. La question en toile de fond, elle est politique, mais elle est aussi économique, pour savoir ce qu'il peut faire d'un mandat finalement où politiquement il devrait avoir les mains libres. Même s'il sera contraint, et on l'a vu juste avant avec le sujet qu'on a fait avec Le Monde, cette hausse de l'inflation, cette hausse des taux, c'est peut-être la fin du quoi qu'il en coûte, potentiellement. Oui, effectivement, c'est une situation très particulière et même assez inédite dans l'histoire, puisque Macron effectue déjà d'ailleurs son dernier mandat. Bon, mais son dernier mandat avec sur le plan institutionnel, sur le plan constitutionnel du terme, puisque depuis 2008, il y a une révision de la Constitution qui dit qu'il ne veut pas y avoir deux mandats, au-delà de deux mandats. Donc, ça n'est jamais arrivé depuis 1848, la Deuxième République, avec Louis-Napoléon Bonaparte. Il y a donc une sorte de finitude inscrite dans le marbre de la Constitution. Ça veut dire qu'il a les mains libres. Que va-t-il faire? Nous avons passé en revue, nous, toutes les possibilités, sans véritablement savoir exactement quel va être ce costume, pour prendre votre image, qu'il va endosser. Et en revanche, il y en a plusieurs. Alors, il y en a, si vous voulez qu'on les passe en revue, David. Oui, d'ailleurs, on pourrait prendre l'exemple de Jacques Chirac, pourquoi pas, lors de son second mandat, mais second mandat qui était après une cohabitation, donc c'est un peu la différence avec la situation actuelle, beaucoup avaient dit qu'il n'avait pas fait grand-chose. Oui, alors en particulier en politique intérieure. En politique extérieure, c'est un peu différent, oui, puisque c'est le nom à la guerre en Irak. À la guerre en Irak. Mais c'est l'hypothèse du roi fainéant. Oui. Moi, je ne crois pas. Alors pour le coup, là, je m'engage un peu. Je ne crois pas que ça corresponde à son tempérament, de se dire je vais... Roi fainéant, c'est une expression qui vient de Nicolas Sarkozy à propos de Jacques Chirac. Oui, qui était assez péjorative, oui. Mais c'est vrai que c'est pas le genre de Jupiter. Je pense qu'il veut travailler à réconcilier les Français, mais pas de la même manière. On n'est pas dans un temps où on a bien vu que émanait de cette élection une polarisation des France, des sociologies, des populations, qui n'est pas exactement la même configuration que Jacques Chirac en 2002, où il est élu face à Jean-Marie Le Pen très 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 largement. Donc à mon avis, pour répondre à votre question, l'hypothèse Jacques Chirac, il ne va pas nous la jouer à la Jacques Chirac. Et s'il nous la jouait un petit peu à la Gerhard Schröder en Allemagne, on est au début des années 2000, en mode réformateur, père à la rigueur? Alors ça, c'est une hypothèse, c'est une vraie hypothèse. Ça, c'est une hypothèse, c'est celle où finalement il renoue avec l'objectif initial de son premier mandat, et même du début de son premier mandat, c'est de dire je vais laisser une France avec des comptes au carré, et une France adaptée à la mondialisation, parce que je crois que le sens de l'histoire, c'est cela. Ce sont des entreprises qui sont des multinationales, ce sont une libre circulation des capitaux, des personnes, des marchandises, et donc la France doit être prête à le faire avec une politique de l'offre. Donc vous pouvez, ceux qui croient à cette thèse-là peuvent regarder le programme, parce qu'après tout, le déficit budgétaire en dessous des 3%, il le promet en 2027. Oui. Donc on a l'idée qu'on remet les comptes au carré, on fait une baisse des coûts salariaux, il y a des mini-jobs à la façon Schröder, et la France se retrouve comme l'Allemagne au début des années 2000, c'est-à-dire dans une position capable d'exporter des produits de technologie. C'est une éventualité, mais je n'y crois pas trop. Mais c'est une éventualité. Si on s'en tient à son programme, la retraite à 65 ans, et puis d'autre part le RSA sous condition, qui consiste finalement à faire travailler plus et plus longtemps, eh bien, ça peut tenir la route. On pourrait aussi imaginer qu'ils poursuivent sur la voie du Macron 2020, en mode de quoi qu'il en coûte. Alors même si la situation, encore une fois, sur les taux d'intérêt, sur l'inflation, n'est plus la même, la posture de la BCE n'est plus la même non plus. Donc, ça, c'est l'hypothèse un peu chevènement. C'est
l'hypothèse qu'achète Chevènement, c'est de dire il va y avoir nous vivons dans un univers où se succèdent les crises. Crise des gilets jaunes, crise sociale, crise internationale, crise financière, crise bien sûr sanitaire. Et donc face à ces crises-là, cet univers maastrichtien n'a plus lieu d'être. Et lui, avec son sens du tragique et de l'histoire, est capable de renverser la table et de changer le système, c'est-à-dire que le néo-macronisme sera une forme de chevènementisme où on décide de faire des investissements pérennes dans le nucléaire, de faire du patriotisme économique et d'envoyer un peu balader les technocrates de Bruxelles. C'est ce qui vous fait le plus plaisir, j'imagine, ce costume-là, non? Oui, effectivement. Vous avez raison. Mais est-ce que... Alors après, on peut en débattre pendant des heures, hein, à vrai dire, de façon très objective. Est-ce que cette situation est possible? Je pense qu'elle peut être aussi possible financièrement. C'est-à-dire que vous avez un président qui bénéficie d'une fenêtre de tir financière favorable, puisque les taux sont quand même malgré tout encore très bas, et les taux nominaux sont taux réels sont négatifs avec un tel taux d'inflation. Donc vous avez quelque part une incitation à faire de la dette, mais à l'investir non pas dans des dépenses contraintes, j'allais dire, ou courantes, mais plutôt dans des investissements d'avenir. Alors pour faire du vert, pour faire ce qu'il appelle la planification écologique, pour faire des rénovations de bâtiments. Et donc forcément vous êtes dans une logique qui est un peu plus inflationniste, qui est un peu plus endetté, où vous vous dites j'ai un retour d'investissement, voilà, compte tenu d'une énergie chère demain, électricité, gaz, charbon, essence, pétrole, eh bien ce calcul-là se tient, il se tient comptablement. Donc ce n'est pas une forme de romantisme sur le patriotisme économique, c'est aussi une histoire de comptabilité, mais qui suppose en amont, et c'est pour ça que la discussion sera très importante à Berlin, avec la rencontre avec le chancelier, c'est qu'il faudra convaincre de réformer les critères de Maastricht. Alors on dit, mais ça le problème c'est qu'on l'entend depuis des lustres, savoir est-ce qu'on pourrait sortir des critères de Maastricht des investissements productifs verts, écologiques, et du nucléaire, ou même des investissements militaires, etc. C'est une vieille lune qui a même été d'ailleurs, il faut bien l'avouer, c'est un thème qui se range plutôt à gauche, mais qui a largement été demandé par la droite, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que vous avez à la fois à la BCE mais à Bruxelles des partenaires qui ne sont pas sur cette ligne-là. Franck, on a donné le sentiment, on est dans Ecorama, qu'on fait que de la politique. Non, parce que ce qu'on dit là, c'est important, il y a un lien, c'est que du choix du costume qu'il endossera, cela aura un impact, et l'impact économique ne sera pas le même. Ah, mais bien sûr. C'est-à-dire que quand vous êtes quand vous êtes dans l'univers Père Larrigueur, vous êtes dans l'univers d'une monnaie forte, vous êtes dans l'univers d'une dévaluation qui est fiscale et sociale, avec un pari d'ouverture. Quand vous êtes dans un univers du quoi qu'il en coûte durable, et peut-être même, je dirais pas esselé, mais à rebours de quelques partenaires, vous êtes dans une logique d'endettement, d'investissement, de monnaie qui est moins forte et de hausse des taux. Et cela, la question du rapport à la monnaie forte, monnaie faible, ça a des conséquences sur les arbitrages que vous faites entre le créancier et le débutaire, entre une population d'épargnants ou une population d'endettés, à une population jeune ou une population de retraités. Ce sont des choix qui sont des choix absolument fondamentaux. Ouais. Moi, je pense même que ce sont des choix qui sont aussi importants, aussi structurels, aussi matriciels que la question de la propriété privée. Aussi matricielle. Est-ce qu'on a une monnaie forte ou une monnaie qui peut
s'affaiblir avec de l'investissement et de l'inflation. C'est un choix économique absolument majeur et il sera au pied du mur, probablement. Réponse dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. La couverture de cette semaine, on va la regarder de Marianne. Ça tombe bien parce que c'est exactement notre sujet du jour. Quel Macron a gagné? Voilà. Voilà. Il a joué tous les personnages, lequel sera-t-il? Voilà. Alors après, on ne donne pas de réponse. Hein. On ne donne pas de réponse. Mais en revanche, on pose les bases du débat. Voilà, à lire tranquillement ce week-end dans Marianne. Merci beaucoup, Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de l'Hebdomadaire. Salut Franck. Merci, au revoir. Ciao.